Le succès est l'échec. De l'échec, il fait beau dehors. Sortez, prenez une bouffée d'énergie. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, le baccalauréat session de juin 2024 a livré son verdict. Ils sont plus de 56% des candidats à être déclarés admissibles, un taux inférieur à celui de 2023. C'est le directeur de l'Office du baccalauréat qui a donné les grandes statistiques hier soir à Cotonou. Vous aurez les précisions dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce jour 11 juillet la 35e journée mondiale de la population. Le thème cette année est axé sur le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient. Suivez dans cette édition le message du ministre d'État en charge du développement. Et puis, détresse à Lalo dans le département du Koufo. Le fleuve du même nom est sorti de son lit, mettant une bonne partie de la population sous l'eau. Nos collègues de l'antenne régionale se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Dans un instant, les détails. À nouveau, bonjour. 56,93%. C'est le taux de réussite au plan national du baccalauréat, session de juin 2024. La proclamation des résultats a été faite hier soir par le directeur de l'Office du baccalauréat à Cotonou. D'après les chiffres officiels, la série C est celle ayant enregistré le taux d'admissibilité le plus élevé, alors que le département du littoral en sort avec le plus grand nombre de candidats admissibles. Suivez cet extrait des propos du directeur de l'Office du bac. Il est au micro de Hugues Vingbe et Henri Ganti. Le bac vient de fermer à moitié ses portes et je voudrais vous livrer le résultat que nous avons obtenu cette année. Cette année, le taux d'admissibilité au bac 2024 est exactement de 56,93%. C'est un taux qui honore le Bénin et qui aussi prouve que des efforts louables ont été faits depuis quelques années pour booster le système éducatif de notre pays. En ce qui concerne les séries pour ce bac, la série A1 fait 60,44%, série A2, 52,90%, série B, 66,68%, série C a percé le plafond presque avec 83,74%. Série D, qui est en quelque sorte la série qui regroupe beaucoup plus de candidats, a fait un taux de 49,59%, c'est-à-dire 50%. Série E, technique, 40,63%, série F1, 44,90%, série EA, 63,63%, série F, série F2, F3, F4 sont des séries technologiques qui ont fait un très bon score également. Les résultats de l'examen du brevet également d'études du premier cycle sont disponibles depuis lundi. La phase orale des épreuves a démarré ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Contre celui de l'année dernière, le taux des admissibles est de 113,14% sur le plan national. Comment les acteurs du système éducatif apprécient-ils ce résultat et qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Suivez ici les réactions de quelques enseignants et responsables d'établissements rencontrés dans la ville Carrefour-Boycon. Désormais, il n'y a plus de BPC ML ou BPC MC. C'est tous les candidats qui composent dans toutes les matières, y compris PCT. Vous avez vu, on est passé de 69% l'année dernière à 73% cette année au taux national. Beaucoup de choses expliquent les résultats. Vous avez constaté que depuis l'avènement du président Talon, les grèves perlées sont conjuguées au passé. Ces grèves avaient un impact terrible sur la formation d'abord et le rendement. Aujourd'hui, les programmes sont achevés à bonne date et
les professeurs ont assez de temps pour faire beaucoup de révisions avec les apprenants. Il faut avouer que c'est fondamentalement ce qui justifie ces résultats. Vous voyez, le CGE de Boycon, nous avons présenté 403 candidats. Sur les 403, 358 sont admissibles. C'est beaucoup. Et ça fait donc un taux de 88,83%. Et il faut ajouter que la sédentarisation des enseignants, désormais le système de vacation est interdit. C'est conjugué au passé aussi. Les enseignants sont dans leur établissement et chacun fait ce qu'il doit faire et il n'a plus besoin de courir aux quatre coins du pays pour pouvoir joindre les deux bouts. Non. Par rapport à l'année passée où nous sommes à une soixantaine de pourcentages et cette fois-ci nous sommes à près de 73, sur le plan national. C'est une légère augmentation. Cela prouve que le système éducatif évolue et chaque professeur se défend à leur cause. Donc je pense certainement qu'il y a une... et si déjà dans les années à venir, il peut y avoir encore plus d'amélioration, ce serait encore très bien. Les professeurs ont travaillé, les enfants aussi ont travaillé, et ils ont été conscients du fait qu'à l'école, il faut travailler. Les professeurs, de leur côté, ou de notre côté, nous avons aussi pris conscience que ça va. Autrefois, les Grecs ont tache d'huile sur le rendement scolaire. Vous voyez, les Grecs sont partis et on a pris le prix et ça marche très bien. Nous nous rendons dans le département du Koufo à Lalo qui est dans la détresse. Une bonne partie de la population se retrouve sous l'eau suite à la sortie du fleuve Koufo de son lit. Des infrastructures socio-communautaires, des champs de culture et des habitations sont envahis par les eaux, obligeant les riverains à dormir à la Belle Étoile. Nos collègues de l'antenne régionale Mono Koufo se sont rendus sur les lieux. Voici le constat. Des résultats d'un débordement inhabituel du fleuve Koufo ici à Lalo, commune située dans le département du Koufo. Des espaces envahis par des eaux et à perte de vue. Et dans sa furie, le liquide n'a rien laissé sur son passage. Des champs et greniers de culture, des pistes rurales et bien d'autres infrastructures socio-communautaires et même des habitations englouties. C'est bien vrai que auparavant, on rencontrait des petites inondations, mais pour cette fois-ci, c'est devenu autre chose. Il y a de l'eau un peu partout, l'eau a rempli les maisons, il a tout ravagé, les moutons, même les maïs. Toutes nos cultures sont parties dans l'eau. Ils perdent tout ou presque, et plus loin, le visiteur encombrant les contraint au statut de sans-abri. Du coup, hommes, femmes et enfants dorment à la Belle Étoile depuis quelques jours ici à Lalo. Au total, 7 arrondissements sur les 11 que compte la commune sont sous l'eau. Les sinistrés, eux, peuvent partager leurs sentiments de tristesse et de consternation avec les autorités. Ils sont venus leur dire d'être sereins. Demander aux autres de ne pas chercher à naviguer maintenant, à traverser le cours d'eau. Éviter de s'aventurer auprès des eaux. Et le message est constamment véhiculé au sein des populations qui cachent à peine leurs cris de détresse. Parce qu'il y a un peu de tout qui est parti, comment les avoir ou alors jouir des besoins fondamentaux, c'est un grand problème, c'est le souci de la population. Et surtout afin de prévenir certaines maladies, nous sommes en saison pluvieuse, les maladies qu'on appelle le palud surtout, nous demandons toutes ces interventions sanitaires afin d'éviter le pire. En attendant, les populations sont exposées aux intempéries avec tous leurs biens qu'elles ont pu sauver de cette inondation. À côté des dortoirs de fortune qui longent les principales artères,
Les bonnes dames, elles, s'accrochent à leurs ustensiles de cuisine et en plein air. Ouverture lundi 8 juillet 2024 d'un atelier de formation à l'endroit des inspecteurs de l'enseignement maternel et primaire. L'objectif de cet atelier est de proposer des pistes d'exploitation de ressources pédagogiques, visuelles et sonores aux apprenants. C'est une initiative du projet Imagine École, une plateforme d'enseignement et d'apprentissage lancée en 2021 pour faciliter la formation en ligne. Ingrid Day. Transformer les systèmes éducatifs pour les adapter aux besoins de cette ère du numérique est un impératif. Les acteurs du monde éducatif l'ont compris, d'où l'initiative de ce renforcement de capacités en production de ressources éducatives numériques. Enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques, ils sont au total 22 producteurs de contenu pédagogique à bénéficier de cette formation. Un programme du projet Imagine École qui vise à familiariser les apprenants à des outils facilitateurs de l'apprentissage en ligne, des moyens capables d'adapter leurs méthodes aux besoins spécifiques de chaque élève. La plateforme Imagine École est une plateforme d'enseignement et d'apprentissage lancée en 2021 après l'avènement de la COVID-19. Mais plus tard, cette plateforme nous permet de produire des ressources pour assurer la continuité pédagogique en cas de crise majeure devant conduire à la fermeture partielle ou totale des écoles. Déclarée année de l'éducation au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, 2024 offre une opportunité unique au gouvernement de redoubler d'efforts. Ceci en vue de placer l'éducation au premier plan de l'agenda politique. C'est là tout le sens du projet Imagine École, dont l'objectif est d'appuyer le gouvernement béninois dans ses actions. L'UNESCO, en appuyant l'organisation de cet atelier, accompagne le Bénin dans l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 qui stipule, je cite, « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité en favorisant l'apprentissage tout au long de la vie. » En participant à cet atelier, nous préparons ensemble la jeunesse africaine à s'intégrer et à prospérer dans ce contexte professionnel en perpétuelle évolution. À l'issue de ces 5 jours de formation, ces producteurs de contenu pédagogique seront en mesure de produire des ressources éducatives numériques, des bandes dessinées et la web radio. Je l'annonçais en début d'édition, cela fait exactement 35 ans que la communauté internationale célèbre le 11 juillet de chaque année la journée mondiale de la population. C'est une journée importante qui permet aux gouvernants de sensibiliser les différentes communautés nationales, régionales et internationales sur les questions démographiques. La célébration de cette année se focalise sur le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient pour tous. À la veille de cette journée, dont les manifestations officielles ont lieu à Parakou, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a livré un message. Suivez ici la quintessence de son message au micro de Wouliat Sanoussi et Deran Pévi. Les questions démographiques sont d'une importance cruciale pour les politiques publiques parce qu'elles affectent les individus dans leur vie quotidienne. Malheureusement, beaucoup d'acteurs et surtout de décideurs ne prennent pas en compte ces considérations-là. Et c'est pour ça qu'une fois par an, la communauté internationale a décidé de s'arrêter pour mettre les feux sur cette dynamique, cette importante situation qui affecte notre pays, notre sous-région et l'ensemble du continent. Alors pour cette édition de 2024, le thème est important parce qu'il parle de comment nous exploitons le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient pour tous. C'est important parce que les données, quand on ne les maîtrise pas, on ne peut pas décider. J'aime souvent rappeler que quand on sait planifier, on sait réaliser. Mais pour planifier, il faut avoir les données.
Ce qui est bien, ce qui est à reconnaître, c'est que le Bénin est un des pays où nous avons déjà un peu maîtrisé la disponibilité des données et ça nous permet de réfléchir sur les politiques publiques. C'est le cas aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la vision 2060. C'est sur la base des données disponibles, sur la base des données qui ont été collectées à travers plusieurs enquêtes dans notre pays. Alors nous avons décidé depuis quelques années de faire de cette manifestation une fête tournante. L'année dernière, c'était à Savès. Cette année, ce sera à Parakou, dans le Borgo. Plusieurs manifestations vont être organisées à cette occasion et des réunions importantes vont se faire autour des thèmes de la célébration de cette année. Donc il y aura notamment une réunion du conseil communal de Parakou qui va discuter de ce thème-là avec les cadres du ministère du Développement et d'autres acteurs qui sont impliqués dans cette réflexion-là. Il y aura aussi la sensibilisation des couches différentes, notamment des jeunes, autour de cette problématique-là. C'est important parce que quand on parle de démographie dans notre pays, on parle surtout de jeunesse. Notre population est à 70% une population jeune. Et donc il faut les sensibiliser. Il faut les aider à identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et par la suite réfléchir avec eux sur les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et donc cette célébration permet d'avoir ces discussions avec cette couche importante de notre population. Le gouvernement veut doter le Bénin d'un projet de vision nationale 2060. Le processus de construction du dit projet en cours depuis 2022 poursuit son chemin. Lundi, le comité d'orientation et de supervision de cette réflexion prospective qui conduit le projet a tenu sa première session. Que retenir du point d'étape de la réalisation de cette vision? Quelles sont les principales activités et les échéances? J'y arrive pour rendre la vision disponible. Professeur Alastair Anissator, directeur de cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, répond à la presse à la fin de la session. Voici ses explications. Aujourd'hui, nous avons participé à la première réunion du Comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective. Il s'agit d'un comité qui est présidé par le chef de l'État, le président de la République, et qui a pour vice-président le ministre d'État, ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et ce comité est composé, entre autres, de la présidente de la République, du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, du secrétaire général, ministre d'État, du président de l'Association nationale des communes du Bénin, du président du comité économique, du Conseil économique et social. Et donc la séance à laquelle vous faites allusion est justement une session de ce comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective qui vise essentiellement à valider les résultats d'étape, à apprécier les perspectives et à donner son quitus pour donc, la continuation des différentes activités prévues. Et c'est donc à cela que nous avons assisté avec des orientations très claires sur la marche à suivre, notamment en ce qui concerne la feuille de route et des instructions sur la conduite à tenir en ce qui concerne les contraintes que nous impose, la gestion des contraintes que nous impose cette feuille de route-là, qui veut que globalement, d'ici fin mars 2025, que le projet de vision nationale 2060 soit rendu disponible et poursuivre son parcours vers le Parlement, puisque contrairement à la vision à la FIA 2025, la vision nationale 2060 est appelée à être une loi selon justement la loi cadre sur la planification et le développement.
L'ONG Al-Heri s'est engagée pour la promotion des valeurs qui promeuvent la paix et le vivre ensemble. Pour atteindre son objectif, il a initié le colloque scientifique de Djougou sur la foi islamique et la paix, tenu au centre Anadja du 5 au 7 juillet 2024. Cette rencontre qui a mobilisé des exégètes de renom, des érudits du Saint-Coran et des sciences islamiques constitue une aubaine pour sensibiliser les populations sur les comportements à adopter pour cultiver davantage la paix menacée par les actes terroristes. Alassane Harouna, Abdou Sabi Idrissou. Comment aplanir les divergences au sein des différents courants, tendances et écoles philosophiques qui animent la foi islamique au Bénin? C'est tout l'enjeu de ce rendez-vous de Djougou, initié par l'ONG ASP Al-Heri et qui a mobilisé les différentes parties prenantes de la foi islamique. Au cours de cette rencontre qui se veut participative et inclusive, l'exercice a consisté à déblayer le terrain pour la promotion et la sauvegarde de la paix, gage d'une cohésion sociale. Pour les enfants, vous avez un lourd fardeau pour amener la paix effectivement dans votre société. Vous êtes appelés avec les sages à professer la paix, surtout la paix. Et je vous dis encore de faire un tour et de revoir aussi l'éducation à la base. C'est très capital. Je vais vous dire, chers frères en islam, celui qui vous dit que c'est le musulman ou l'islam, c'est les terroristes, il faut le maudire. Les vrais terroristes, ils les connaissent et le monde entier connaît les vrais terroristes. Et qu'est-ce qu'on appelle terroriste et djihadiste? Il faut que le monde laisse l'injustice. L'injustice! Aux côtés de ces guides religieux qui ont compris la nécessité de mener des actions de sensibilisation contre la radicalisation et les actes attentatoires à la paix, des autorités politico-administratives très préoccupées par la question liée au terrorisme. C'est une question qui préoccupe chacun, de l'État central aux différentes collectivités territoriales de notre pays. Et vous savez qu'au niveau de la sous-région, la paix est menacée. Et nous estimons que vos assises vont contribuer à apaiser les tensions qui règnent et à contribuer à la paix. Un colloque scientifique ne saurait suffire pour endiguer le terrorisme. Il faut que les musulmans s'organisent pour être sur le terrain de la prévention à travers l'éducation. Des échanges qui vont essentiellement tourner autour du thème la foi islamique et la paix vont permettre aux leaders religieux musulmans de découvrir leur rôle dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Selon les organisateurs de ce colloque scientifique, au-delà des séances de sensibilisation et d'éducation, cette lutte nécessite aussi des investissements en direction des jeunes sans emploi. Nous parlons sport pour finir. Les périodes de vacances sont des moments de réjouissance pour les élèves et écoliers après une année académique de dur labeur. Dans quelques communes se disputent des compétitions de football pour amuser la jeunesse. Ainsi, dans la commune de Zé, le coup d'envoi d'un tournoi traditionnel a été donné dimanche dernier. Suivez le reportage de Julie Thio présenté par Hugues Vingbe pour plus de détails. Coup d'envoi officiel du tournoi de solidarité ici sur le terrain communal de Zé. Devant ce public, composé en majorité des férus du Quiron, la formation de Rondok Poué, habillée en vert noir, lance les hostilités face à son adversaire Tao FC, vêtu de blanc-rouge. C'est lancé en profondeur. Après une bonne partie de jeu bien animée, par des offensives menées de part et d'autre, le public va assister à l'ouverture du score. Mené 1-0, Tao FC multiplie les assauts et parvient à remettre les pendules à l'heure, mais sans grand incident sur l'issue de la rencontre.
Ils vont courber les chines à l'épreuve des tirs au but. Je suis tellement heureux, ça a surpassé nos intentions. Mes coéquipiers m'ont vraiment submergé et puis je me sens vraiment content. Je ne sais pas exprimer ma joie actuellement. On n'a pas un bon tireur parmi nous. Et de deux, dans le match, on n'a pas un offre qui peut tenir à la balle. C'est pourquoi on n'aurait pas gagné le match. Cette initiative qui vient divertir la jeunesse de Zé a bénéficié de l'accompagnement des autorités de la localité. Le tournoi de cette année, c'est un tournoi particulier parce que c'est pour la première fois qu'on a étendu ça dans tous les arrondissements. Le tournoi a pris en compte les 11 arrondissements de la commune de Zé. Donc c'est un cachet spécial qui inclut tous les jeunes de la commune. Cette vacance est vraiment chargée pour nous. Il y a déjà plus de 4 initiatives majeures, notamment le 27 prochain, il y aura une journée pleine d'activités ludiques au centre où il y aura les gens qui vont venir faire pétanque, ludo et adji, tout ce qu'il y a comme ludique durant toute la journée. Et les meilleurs seront toujours primés parce que nous sommes à la 3e édition. C'est parti pour plusieurs semaines de compétition. Des distinctions sont prévues pour récompenser les meilleures équipes à l'issue du tournoi. C'est sur cela que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.